Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Opti Digital et Smile Wanted, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Quels sont les principaux leviers de croissance de revenus pour les éditeurs en 2022 ? Bien qu'en perpétuelle évolution, le marché publicitaire devient de plus en plus complexe et les éditeurs doivent désormais faire face à de nombreux challenges. Selon une étude menée par Google, la disparition des cookies tiers pourrait entraîner une perte de revenus de 52% pour les éditeurs. À cela viennent s'ajouter la mise en place d'un cadre légal lié aux données personnelles de plus en plus strict et une montée en puissance des adblockers. Toutes ces contraintes pourraient générer une perte de valeur pour les éditeurs qui risquent de voir la rentabilité de leurs audiences s'amoindrir au fil des années. Une situation qui les incite à explorer de nouvelles pistes. Afin d'échanger sur le sujet et découvrir les différentes initiatives pour soutenir les éditeurs, nous demanderons à nos invités quels sont les principaux défis en termes de revenus pour les éditeurs, quels sont les grands axes sur lesquels les acteurs de la tech devraient se concentrer pour accompagner les éditeurs dans leur quête de revenus publicitaires, comment anticiper le futur et se préparer aux évolutions du marché afin de consolider les revenus publicitaires des éditeurs. Pour en discuter, Sébastien Mout de Opti Digital, Rémi Pivoy de Humanoid, Louis Génaud de La Marlière du Petit Futé. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Nous allons parler stratégie de monétisation pour les éditeurs dans le cadre de nombreuses innovations et pour ça j'ai un parterre de choix, à savoir Sébastien qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Michel. Tu représentes Opti Digital qui aide justement les éditeurs à trouver ces solutions via tes innovations et nous allons en parler dans quelques instants. Rémi de chez Humanoid. Bonjour Michel. Qui vient d'être intégré au sein du groupe EBRA, qui est un gros groupe de communication, notamment dans la presse régionale. Je ne pense pas dire de choses fausses. Merci Rémi d'être là. C'est ta première participation à The Programmatic Society que tu écoutes, tu me disais, de manière régulière. Donc merci pour ta fidélité d'écoute. Et Louis, qu'on connaît depuis pas mal d'années. C'est la première fois que tu viens, je crois, sur The Programmatic Society. Donc ça fait très plaisir de t'accueillir parmi nous. Tu représentes le Petit Futé, qui nous a beaucoup aidé, qui nous aide toujours autant pour agrémenter nos vacances de visite et de découverte dans le monde. Donc merci de nous expliquer effectivement comment chacun d'entre vous œuvrez pour améliorer vos revenus en tant qu'éditeur et aider les éditeurs pour justement augmenter leur croissance de revenus. Donc, première question, et je te demanderai, Sébastien, d'y répondre en premier. Aujourd'hui, quels sont les principaux défis en termes de revenus pour les éditeurs ? Alors les défis pour la génération de revenus pour les éditeurs, ils sont nombreux aujourd'hui. On a eu des années qui étaient difficiles avec pas mal d'évolutions et ça continue cette année encore et l'année prochaine avec la disparition des cookies tiers. Donc je crois que pour démarrer, ce qui est important, c'est de suivre toutes ces évolutions de manière très rapprochée et d'être capable de s'adapter et d'être très agile pour suivre tout ça et rester fort dans ces évolutions. Maintenant, je voudrais citer 3 défis qui me semblent vraiment importants à relever cette année et qui sont importants pour la monétisation des éditeurs. Le premier, qui est une difficulté qui n'est pas vraiment une actualité, qui est la migration des audiences vers les appareils mobiles. On n'en parle plus trop, c'est quelque chose qui s'est initié il y a un certain temps maintenant, mais qui s'accentue de plus en plus. Et nous, on constate aujourd'hui dans les statistiques des clients qu'on accompagne que la répartition des audiences va de plus en plus forte vers les mobiles. Il est vraiment très fréquent de trouver une répartition avec 80% des utilisateurs qui sont sur mobile et seulement 20% sur les appareils sur ordinateur. On a même certains clients pour lesquels ça va jusqu'à 90%. Donc c'est un enjeu vraiment important parce que bien sûr l'espace est plus restreint. Donc si on veut arriver à positionner comme il faut des espaces publicitaires pour monétiser ses audiences tout en respectant l'utilisateur, il y a un vrai défi et il va falloir travailler là-dessus de manière assez importante.
L'autre point, c'est d'arriver à valoriser comme il faut ses inventaires, pour vendre ses inventaires à leur juste valeur. Et ça devient bien sûr aussi de plus en plus complexe parce que le nombre de partenaires en jeu, les places de marché programmatiques qui sont impliquées dans la monétisation sont de plus en plus diverses et il y a des nouvelles technologies qui arrivent. Et il va falloir du coup trouver comment rapporter le maximum de valeur du côté de l'éditeur pour les aider à renforcer leurs revenus et les aider à développer leurs audiences. Ça, c'est un deuxième point vraiment important. Et le troisième point, bien sûr, qui est plus d'actualité et dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est la fin des cookies tiers, pour laquelle il va falloir trouver et mettre en place des alternatives. Il en existe déjà, il y a plusieurs stratégies sur lesquelles il va falloir travailler clairement dès cette année pour se préparer à la fin de ces cookies tiers et travailler sur la construction de data alternatives, sur des stratégies aussi pour accompagner les auteurs vers une qualification qui nous permettra d'utiliser des solutions alternatives aux cookies. Merci Sébastien. Alors Rémi, à l'instant, Sébastien vient de nous évoquer 3 éléments clés dans l'évolution, ou en tout cas une attention particulière à avoir pour générer de la croissance sur les revenus en tant qu'éditeur. Donc Sébastien évoquait le mobile, la valorisation des inventaires et également s'entourer, j'allais dire, de partenaires qui apportent de la valeur pour justement atteindre cet objectif de valorisation des inventaires. Et puis la fin des cookies tiers. Aujourd'hui, en tant qu'éditeur, quels sont les principaux défis en termes de revenus auxquels tu es confronté ? C'est vrai que c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des entreprises comme Opti Digital pour aller répondre à des questions techniques. Mais nous, on va avoir 2 types de défis aussi qui sont prépondérants, parce qu'on a 2 types d'interlocuteurs et de partenaires, on va dire. On va avoir les agences et les annonceurs qui attendent des KPI spécifiques sur leur campagne, des KPI qu'on a parfois du mal à contrôler, puisqu'en fait, on ne contrôle ni le message, ni le visuel, ni le funnel de conversion. Nous, on est là pour offrir le meilleur, on va dire, environnement. Donc, on doit aller chercher la meilleure réponse possible pour ces partenaires, mais aussi apporter de l'information de qualité à nos viewers pour qu'ils viennent sur nos médias, puissent avoir le meilleur contexte possible de consommation de contenu. Donc on a parfois une dichotomie entre les deux problématiques, à savoir offrir le meilleur cadre pour nos annonceurs et en même temps le meilleur contenu pour nos viewers. Et donc voilà, c'est là où la stack technique vient se positionner aussi. C'est qu'une fois que nous on a donné un peu ce cadre, on va pouvoir avoir les meilleures réponses possibles et avoir la meilleure offre pour les annonceurs et les éditeurs. Merci Rémi pour ces précisions. Alors justement, Louis Rémy vient de nous dire que le défi, c'est d'offrir le meilleur cadre de diffusion, mais également à souligner cette problématique autour du contrôle de ce qui est diffusé et de comment est diffusée la publicité. Quels sont, de ton point de vue, chez le Petit Futé, les principaux défis auxquels tu dois faire face, ainsi que tes équipes, en termes de revenus pour assurer leur croissance? Alors bien entendu, je suis d'accord avec ce qui a été dit juste avant. Après, il y a d'autres choses. Il y a aussi une complexité technique qui est de plus en plus importante au niveau du stack publicitaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, monitorer nos partenariats, c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend des ressources et qui est essentiel, parce que ça peut impacter aussi bien la qualité et la mise en avant de nos contenus, puisque si les formats publicitaires ne sont pas adaptés, ça peut créer des problèmes. Et puis ça peut aussi avoir des impacts sur les performances du site, qui peuvent être dramatiques aussi en termes d'acquisition d'audience. Donc il faut essayer vraiment de résoudre cette équation entre ce que veulent les annonceurs, ce que veulent les prestataires et ce que nous on peut offrir, et aussi bien entendu pour au final offrir une expérience intéressante à nos internautes. Donc voilà, il y a un véritable enjeu là-dessus. Et puis après, un autre défi, c'est aussi la complexité juridique qui est de plus en plus vraie. Enfin, tu en parlais avec les cookies et c'est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, on est obligé de devenir presque des juristes pour essayer de déchiffrer les différentes réglementations qui apparaissent au quotidien. Merci Louis. Effectivement, on parle beaucoup de complexité technologique et on parle pas suffisamment peut-être aussi de la complexité juridique, bien que, on va dire, depuis un fameux 25 mai 2018, je crois, la fameuse réglementation générale de la protection des données nous a dit qu'il fallait quand même s'intéresser à un minimum. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas suffisamment. Et je vais revenir sur une autre complexité cette fois-ci, qui est une complexité, on va dire, d'ordre technique, et je pense aux adtech qui accompagnent les éditeurs et qui leur promettent justement cette augmentation de revenus recherchés. C'est quoi les grands axes sur lesquels les acteurs adtech devraient vraiment se concentrer pour accompagner les éditeurs dans leur quête de revenus publicitaires additionnels? Justement, chez vous, chez Opti Digital, vous êtes bien placé pour le savoir et peut-être nous donner quelques tips. Tout à fait. Je crois que ce qui est super important pour les adtech aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute des besoins
sont dus aux évolutions du marché et qui sont les besoins des éditeurs aujourd'hui. Donc il faut savoir être à l'écoute de ces besoins et innover. Donc pour faire un peu le lien avec les différents défis que j'ai mentionnés tout à l'heure, commencer un peu par justement comment trouver la meilleure expérience utilisateur avec une monétisation forte sur des audiences qui se dirigent de plus en plus sur les appareils mobiles avec des espaces qui sont plus restreints. Chez OptiDigital, on a développé une solution qui s'appelle le Dynamic Ad Layout et qui permet en fait, grâce à des technologies qu'on a développées, de gérer la répartition des espaces publicitaires au sein du média sur les différents appareils, que ce soit ordinateur ou mobile, de manière très agile. On prend en main en fait la façon dont les publicités sont distribuées dans la page, ce qui nous permet en fait d'améliorer fortement la rentabilité pour 1000 pages vues, qui est l'objectif final, tout en préservant l'expérience utilisateur qui est saine et bonne pour que l'audience soit fidélisée et qu'elle revienne sur le média. C'est-à-dire que c'est cette technologie Dynamic Ad Layout, elle prend la main à la place de l'ad server? Comment ça se passe? Non, alors c'est en amont de l'ad server, c'est vraiment côté intégration. C'est souvent un point qui est un petit peu négligé justement par les médias parce qu'on dit on positionne les emplacements publicitaires et après on travaille sur des ad servers, sur de la monétisation, sur des partenaires programmatiques, sur des annonceurs. Tout ça c'est très bien, c'est vraiment important. Mais la partie qui est en amont, qui est la plus importante finalement, c'est comment je distribue mes emplacements publicitaires dans ma page, avec quelle stratégie, comment les mettre en place pour qu'ils soient au bon endroit, là où est l'attention de l'utilisateur, pour qu'ils soient vus, pour qu'ils soient engageants pour les annonceurs et qui génèrent des bonnes performances. Et aussi, comment implémenter des stratégies qui vont permettre de distribuer de manière efficace les emplacements publicitaires sur tout type de contenu. Parce que la vraie difficulté, c'est que chaque média a des contenus qui lui sont propres en fonction de sa nature. Un média qui est plutôt typé éditorial, il va avoir différents types de contenus, des contenus courts, des contenus moyens, des contenus qui sont longs. Et donc, sur un appareil mobile, quand on se retrouve sur un contenu court, il va falloir trouver des stratégies qui soient complètement dynamiques pour pouvoir adapter une pression publicitaire légèrement plus élevée que sur un contenu qui est plus long, parce que sinon on va se retrouver avec une monétisation publicitaire qui sera trop faible. Donc on développe une technologie qui nous permet de distribuer ces emplacements dans la page de manière efficace, tout en respectant l'expérience utilisateur, avoir une monétisation qui est la plus forte possible, sans créer des nouveaux emplacements, mais en choisissant correctement en fait où se trouvent les emplacements qui sont choisis par l'éditeur pour la monétisation du site. Et on couple ça en fait avec une technologie qu'on a développée aussi qui s'appelle une technologie de test AB, qui nous permet en fait de mesurer de manière efficace et de faire des tests pour pas dégrader l'expérience utilisateur sur le média. On est capable de sélectionner une petite partie de l'audience, 10%, 15%, 20%, tester une nouvelle stratégie, mesurer un peu le retour des utilisateurs, mesurer l'impact financier de cette stratégie pour voir si on arrive à renforcer la monétisation et les revenus du média, et du coup prendre une décision éclairée sur ok, j'ai un rendement de plus 15% parce que j'ai rajusté la distribution des publicités et j'ai gagné, j'étais à 2,5 impressions publicitaires par page avant, je passe à 3. J'ai un rendement amélioré et j'ai une expérience utilisateur qui est contrôlée parce que je l'ai déployé petit à petit et les utilisateurs sont satisfaits, il n'y a pas de plainte particulière, tout fonctionne bien. Et donc je peux prendre une décision éclairée et avancer. Et grâce à ces outils de mesure et cette technologie d'insertion en fait, qui nous permet de contrôler où se trouvent les emplacements dans la page, on arrive de manière itérative rapidement à renforcer la monétisation de ces audiences mobiles qui sont la majorité des visites aujourd'hui pour la plupart des médias. Merci Sébastien, on aura retenu donc cette nouvelle technologie Dynamic Ad Layout associée à de l'A/B testing, qui est aussi un sujet, l'A/B testing, qui existe depuis pas mal d'années sur le mobile, mais que tu accroches à une technologie pour savoir si elle fonctionne au final en direct live. Exactement. Merci Sébastien. De ton point de vue, Rémi, t'es éditeur, tu vois énormément de ad tech s'adresser à toi pour dire nous sommes les plus beaux, les plus forts, nous sommes les plus belles et les plus fortes également. Comment, toi, quels conseils tu pourrais leur donner pour qu'elles se concentrent mieux
pour accompagner les éditeurs dans leur quête de revenus publicitaires? Alors Sébastien a déjà bien couvert le terrain, mais c'est vrai qu'il y a une complexité, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, notamment avec l'intégration des CMP depuis quelques années, où ça crée différentes typologies de contextes, puisqu'on a des gens qui acceptent, des gens qui ne choisissent pas, des gens qui refusent. Donc déjà, ça crée 3 contextes différents de livraison de publicité. À ça, comme tu le disais, on va pouvoir factorer aussi 4 types chez nous, par exemple, d'univers de consommation du contenu. On a le mobile, on a l'applicatif, on a la MP, on va avoir le desktop. Donc tout ça, ça crée une profusion de pages qu'il est très difficile pour nous de monitorer et de monétiser concrètement. Donc l'intérêt des AdTech et d'avoir un support aussi, c'est d'avoir des outils pour monitorer de manière pertinente et précise chaque typologie de page, chaque univers, pour aller chercher l'amélioration de la monétisation de chacun de ces espaces et chacun de ces contextes de consommation du contenu. Ça fait plus de 100 ou 150 typologies de pages, contextes, différents. Et pour un éditeur lambda qui a une petite structure, en fait, c'est très très compliqué d'aller chercher vraiment l'optimisation et l'accroissement des revenus. Donc c'est vraiment le suivi, l'échange et la capacité d'avoir des outils pour aller chercher dans le détail si chaque type de page est bien rémunératrice et si les RPM sont au rendez-vous. Merci Rémi pour ces précisions d'attente. Oui, Même question pour toi Louis, quelles seraient tes attentes de la part des acteurs AdTech si ils se disent comme des bons accompagnateurs d'éditeurs? T'attends quoi d'eux? Alors la première chose, c'est qu'il y en a beaucoup qui partent du prisme annonceur et qui oublient un petit peu le côté éditeur. Et une fois qu'ils ont trouvé une solution qui paraît merveilleuse pour les annonceurs, ils arrivent chez les éditeurs et ils nous la proposent. Sauf que souvent, il y a plusieurs soucis. Il y a des soucis en termes du X. Ils n'ont pas pris du tout en considération la manière dont on valorise nos contenus. La deuxième, donc l'expérience utilisateur. Voilà, l'expérience utilisateur, il y a un vrai souci là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'ils nous proposent des solutions avec des taux de remplissage qui sont en général assez faibles. Donc, c'est-à-dire qu'on va afficher le module publicitaire, mais il va être rempli avec des publicités à un certain niveau qui est relativement bas, 20-25%. Et donc en fait, ça va dégrader soit d'autres formats publicitaires, soit ça va être incompatible pour une rémunération qui va être très très limitée. Donc ça, c'est un véritable problème. Puis après, j'en reviens aussi, les problèmes de monitoring. Alors on n'a pas ce cas-là avec Opti Digital, mais avec d'autres, monitoring et innovation, où tout simplement les AdTech, elles nous livrent un peu à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, elles nous disent, voilà, je vais te donner un reporting en fin de mois, tu sauras combien tu as de revenus au global, mais je ne vais pas te donner de granularité sur tes statistiques, je ne vais pas te donner de pistes d'amélioration, je ne vais pas te permettre de mener facilement des A/B tests. Et résultat, en fait, on perd beaucoup de temps à essayer de déchiffrer tout ça. Et puis, en fait, on oublie d'en tirer la valeur de ce partenariat, quoi. Merci Louis. Donc ce que tu dis, c'est notamment, c'est bien de nous donner des solutions, encore faut-il que ces solutions soient adaptées à la réalité des éditeurs, même si bien sûr il est important d'avoir une efficacité marketing, et c'est l'efficacité attendue par l'annonceur, mais encore faut-il que ce soit adaptable pour l'éditeur, notamment pour qu'il y ait un confort de diffusion qui soit optimal et qui impacte bien sûr l'éditeur, mais également l'annonceur aussi au final. C'est extrêmement clair. Alors, est-ce que vous avez des exemples, des cas concrets d'innovation qui ont permis de mieux valoriser les inventaires publicitaires de ton point de vue, Sébastien? Oui, tout à fait. Donc, on a parlé tout à l'heure des dynamic layout pour la problématique des audiences mobiles qui sont plus difficiles à gérer. Mais un des défis dont je parlais tout à l'heure, c'est la valorisation des inventaires. Et pour valoriser comme il faut les inventaires, là, on travaille depuis presque un an maintenant sur une technologie qui permet de travailler et d'optimiser les prix planchers. Donc, c'est une solution qui est innovante, qui permet de mettre en place ce qu'on appelle des prix planchers dynamiques, qui vont s'adapter en temps réel, en fait, en fonction des valorisations des inventaires au fur et à mesure du temps, avec une granularité assez importante. Cette solution, en fait, elle se présente comme un add-on qu'on a développé et qu'on a déjà mis en place sur beaucoup de nos médias, dont Humanoid et Petit Futé. Et elle permet, en fait, de retrouver la valeur qu'un annonceur est prêt à payer et de la retrouver et de la ramener au plus du côté du média. D'accord ? Donc plutôt que d'avoir un annonceur qui est prêt à payer 10 € et finalement avec tous les intermédiaires et les différentes places de marché, les algorithmes d'optimisation
on peut retrouver 1,50 € ou 12 € côté du média. On va aller, nous, stimuler avec cette technologie en imposant des prix planchers sur l'ensemble des SSP. Donc ça veut dire non seulement mettre un prix plancher dans la serveur de Google Ad Manager, mais aussi aller mettre un prix plancher chez Amazon, un prix plancher sur tous les acteurs qui sont connectés. C'est-à-dire qu'on va faire un prix plancher personnalisé en fonction de la demande. Le prix plancher va être transversal, il va être complètement dynamique, il va s'adapter au fur et à mesure du temps. Et il va être basé sur un outil de machine learning qui traite les données, qui les consomme et qui va prédire quel est le prix idéal pour chaque segment d'inventaire à un instant T et qui va permettre d'aller stimuler le marché et d'obtenir la valeur maximale qu'un annonceur est prêt à payer et de la ramener du côté du média. Et donc on parlait de cas concrets, c'est exactement quelque chose qu'on a mis en place déjà sur beaucoup de nos médias, dont Frandroid, Numérama pour Humanoid et Petit Futé. Et on observe vraiment des résultats qui sont très très encourageants, avec des valeurs ajoutées qui sont proches de plus 20%. Par rapport à un environnement sur lequel on n'a pas de prix plancher. Donc on a différents cas, plus 20% c'est la moyenne, c'est ce qu'on arrive à avoir sur le statut du projet aujourd'hui. Il faut savoir que sur certains médias, on a même une valeur de plus 40%. Et ce qui est important en fait de comprendre, c'est que on est très optimiste avec cette technologie qui permet de ramener la valeur côté média, parce qu'au fur et à mesure du développement qu'on a eu, bien sûr, on apprend, on développe, on améliore la technologie et on a une progression continue des résultats, et on a encore une roadmap, donc un planning d'amélioration qu'on découvre au fur et à mesure qui est très importante. Et je pense qu'on a encore une grande marge de progression à développer. Donc c'est ce qu'on fait avec nos partenaires et nos clients. Et cette solution, en fait, elle est disponible aussi comme un add-on qu'un média qui ne travaille pas aujourd'hui avec notre solution, qu'on n'accompagne pas forcément sur notre solution de manière globale, peut intégrer pour retrouver la valeur sur son inventaire et rapporter le plus de chiffre d'affaires de son côté. Merci Sébastien pour ces informations et ce lancement en tout cas de cet add-on, donc de plancher dynamique, qui est quand même un principe qui existe depuis pas mal d'années. Hein. Il existe effectivement, mais jusqu'à maintenant en fait les solutions étaient plutôt statiques. C'est-à-dire qu'on avait on avait la possibilité de mettre des prix planchers. La vraie stratégie aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir une vraie dynamique sur ces prix planchers et adapter le prix plancher en fonction des différents segments de trafic, si c'est dans quel pays je suis, bien sûr, sur quel média, sur quel emplacement, etc. Mais aussi de te retrouver une personnalisation en fonction de la valeur de chacun des utilisateurs. Il y a plein d'outils et de règles qui peuvent être mises en place pour avoir quelque chose de beaucoup plus efficace. Et aujourd'hui, les résultats montrent par eux-mêmes que cette solution a un avenir important et qu'elle peut ramener la valeur chez les éditeurs. Oui, tu parlais donc de plus 20% de revenus, voire, dans le meilleur des cas, plus 40%, ce qui n'est pas négligeable. Alors, de ton point de vue, Rémi, quels sont les cas concrets d'innovation qui ont permis de mieux valoriser tes inventaires publicitaires ? Déjà, récemment, on a intégré effectivement cette solution. Donc, on a vraiment vu. Alors, je te note sur les 40%, on en parlera. Je me suis dit, c'était pas mal. 25, c'était déjà bien. Chez nous, 25. On y arrivera. Mais 40, je retiens. Ça fait plus 20, ça fait déjà pas énorme. Mais 40, c'est mieux. Non, mais c'est hyper intéressant. Et dans ce côté dynamique, en fait, dans les solutions qu'on a implémentées aussi avec Opti Digital, c'est l'allocation dynamique des emplacements publicitaires. Tout à l'heure, je vous parlais un petit peu des différents contextes. Si on factor tout, on doit être à une 150 contextes différents, avec des tailles d'articles différents, avec des constructions d'articles différents. On fait beaucoup de recommandations produits, donc parfois on a des photos, parfois on a on peut pas mettre des pavés partout, ni des emplacements vidéo. Et donc, grâce à cette technologie d'allocation dynamique aussi des emplacements publicitaires dans les contenus, on a augmenté les RPM pas, je crois, de 16%. Enfin, c'était assez fou quand on a commencé sur le mobile notamment. Et voilà, et ça permet d'avoir comme je disais tout à l'heure, un respect du lectorat, parce qu'on n'a pas des pubs qui s'enchaînent non plus. On met des critères, on choisit, on dose, et en même temps, on peut aller bouger ce curseur pour avoir une augmentation d'RPM intéressante, sans pour autant avoir une gêne, ne serait-ce que même pour les équipes qui rédigent et qui voient leur contenu parfois criblé de publicité, comme tu disais tout à l'heure, avec des différentes attaques qui viennent nous voir parfois avec des solutions. On se dit, mais je peux pas rajouter couche sur couche sur couche de format publicitaire sur mon média. Donc déjà, de bien les allouer dans le contenu, et comme on disait tout à l'heure, de bien les monitorer, ça crée vraiment de la valeur de manière qualitative. Merci Rémi pour ce petit conseil, d'éviter surtout d'empiler des formats sur le mobile, c'est encore plus compliqué. Ouais, c'est complexe. Mais extrêmement intéressant. Ta stratégie, qu'en est-il pour toi
Louis, en ce qui concerne des cas concrets d'innovation qui t'ont permis de valoriser tes inventaires publicitaires? Alors, on a bien entendu mis en place l'allocation dynamique. Alors, nous, c'était pas aussi marqué que vous, hein, mais on a peut-être des templates de pages qui sont un peu moins variés que votre support. Donc, nous, on était à plus 5% grâce à ça. Et sur la partie. Près de 5% de quoi? C'est toujours ça la question. 5% d'amélioration par rapport à avant. Oui, bien sûr. Quand je dis 5%, tu vois, oui. C'est 5% sur 100 de quelle millions. assiette, ouais. C'est toujours bien par rapport à 40% c'est 5% de sur chiffre 1 million. d'affaires. On n'est pas encore à 100 millions, mais on y arrive. Et puis sur les price floors, nous on se rapproche des fameux 40% dont tu parlais tout à l'heure, puisqu'on est à plus 35% sur certains formats, pas sur l'ensemble encore, mais donc on s'en rapproche un petit peu. Et vous avez mis ça en place depuis combien de temps à peu près? Nous, ça va faire plusieurs mois maintenant. Ouais. On y va progressivement. Depuis début 2022, on va dire à peu près. Quelque chose comme ça. Oui, Ok. c'est ça. C'est Nous, pas ça mal. fait plus longtemps qu'on travaille sur le projet, mais effectivement, il est en place de plus en plus. Avec les A/B testing dont tu parlais d'ailleurs. Mais il y a deux autres choses aussi qu'on a mis en place, tout simplement puisqu'il y a une montée en gamme de la qualité de l'inventaire, en tout cas qui est demandée de la part des annonceurs, notamment avec ce fameux taux de visibilité à 70%, c'est-à-dire qu'ils veulent que leur publicité soit vue à hauteur de 70%, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé. Donc en fait, on a mis deux choses en place, le lazy loading qui permet en fait de différer le chargement des publicités au fil de la navigation de l'internaute sur la page. Donc quand il va descendre sur la page, les publicités vont se charger au fur et à mesure, ce qui permet d'éviter d'avoir des impressions qui ne s'affichent pour rien. Et pour compenser cette perte d'inventaire, puisqu'on a perdu de l'inventaire à cause de ça, même s'il y a une montée en gamme, on a mis en place l'auto-refresh intelligent, donc avec OptiDigital. Donc en fait, ça permet de détecter quand un utilisateur n'a été pas réceptif à une publicité, de lui en afficher une autre dans un contexte favorable pour justement essayer d'apporter de la valeur à l'annonceur. Donc ça, c'est deux choses qu'on a mis en place au cours des derniers mois, même au cours de la dernière année. Et puis après, il y a une dernière petite brique, mais qui est un peu plus spécifique à nous. On a eu beaucoup d'innovations aussi autour des contenus à cause du contexte Covid, qui a été quand même assez dur pour nous qui sommes dans le tourisme. Et donc du coup, on a perdu de l'inventaire, puisque personne ne pouvait aller aux États-Unis, personne ne pouvait aller en Australie, au Vietnam et dans plein d'autres destinations. Donc on a essayé de reconstituer de l'inventaire en créant des contenus comme les adresses à 100 km autour de chez moi, puisqu'à un moment, on l'a oublié, mais on n'avait pas la possibilité de se déplacer très loin, avec des idées de balade également à proximité, etc. Donc justement pour essayer de récupérer de l'inventaire qu'on perdait par ailleurs. Très bien, donc on va dire innovation technologique, mais également innovation en termes de contenu et de services délivrés aux utilisateurs. De l'agilité par rapport au contexte. Très bien, merci beaucoup Louis. Alors, on en arrive à notre avant-dernière question. Aujourd'hui, afin de consolider les revenus publicitaires des éditeurs, comment vous anticipez le futur et préparez-vous aux évolutions de marché? On parle de la fin du cookie tiers pour 2023. Il y en a même déjà qui prédisent que ce sera pour plus tard. Mais bon, en tous les cas, comment anticiper le futur de ton point de vue, Sébastien? De manière générale, je crois que pour anticiper le futur, ce qui est important, c'est d'avoir la capacité pour un média d'investir ou de se faire accompagner par un partenaire qui est capable d'investir et d'innover. Pour pouvoir préparer le futur, il faut de toute façon être armé avec de la technologie et des compétences, donc recruter des talents qui vont permettre justement de s'adapter, de créer les solutions qui vont nous permettre demain d'apporter des alternatives aux cookies tiers, qui vont permettre d'apporter des alternatives aux différentes évolutions du marché. Mais pour parler un peu du futur et revenir au troisième défi dont j'ai parlé en début d'émission, qui était la disparition des cookies tiers, que tu viens d'évoquer aussi, je crois que ce qui est important, c'est pour les médias, en fait, de commencer à construire, travailler sur des stratégies pour construire de la first party data, qui va être bien sûr un des remplacements importants des cookies tiers pour arriver à segmenter les audiences à partir de la first party data qui, elle, restera après la disparition des cookies tiers. Développer aussi des stratégies qui vont permettre d'engager les utilisateurs de plus en plus vers une identification propre avec un email, un utilisateur logué. C'est-à-dire amener en fait petit à petit les utilisateurs à s'engager vers par l'ajout d'un service, par l'ajout d'une valeur ajoutée qu'on ajoute sur le site, ou pour certains médias de contenus éditoriaux, proposer certains contenus particuliers, des dossiers, quelque chose qui vont faire que l'utilisateur est prêt à s'engager un peu plus et s'identifier sur le site avec un email pour accéder à ce contenu supplémentaire. Et ensuite, travailler des stratégies, on le fait déjà, d'utilisation des ID universels qui permettent justement de valoriser ces utilisateurs logués pour ensuite les convertir en un ID universel et retrouver cette capacité de cibler l'utilisateur identifié de manière anonyme avec ces outils d'ID universel
à travers différents médias grâce à des données qui vont être construites par cet ID universel. Et donc, on a déjà démarré plusieurs tests avec certains de nos médias pour les accompagner dans ce développement, dans la création des first party data, pour les accompagner dans la mise en place de ces ID universels qui apportent déjà de la valeur sur des environnements sans cookies, parce qu'on a déjà un espace d'entraînement idéal dans l'environnement de Safari qui n'accepte plus les cookies tiers depuis un certain temps. Et donc, on peut déjà mettre en place des stratégies, mesurer, tester. Alors, c'est pareil, il faut avoir de l'agilité, il faut être capable de tester ces choses, ces innovations, ces ID, mesurer leur valeur ajoutée, vérifier qu'ils sont implémentés comme il faut, que toute la valeur qui peut être apportée est bien apportée. Donc mesurer, tester et puis petit à petit préparer le futur avec ces deux stratégies, je pense que c'est important. Merci Sébastien. Ce que je retiens, donc, c'est effectivement la first party data, la construction de la first party data qui passe par ton deuxième point, l'engagement des utilisateurs à se loguer. Mais pour ça, il faut leur offrir un certain nombre de services à valeur ajoutée. Louis, tu parlais par exemple de l'adaptation qu'a eu le petit futé pour faire du tourisme autour des 100 km à l'époque où on ne devait pas aller au-delà des 100 km. Et puis cette notion d'ID universel sur lequel tu travailles technologiquement. C'est bien ça ? Tout à fait. Merci Sébastien. Rémi, comment tu souhaites consolider tes revenus publicitaires en tant qu'éditeur? Comment tu anticipes le futur et te prépares-tu aux évolutions de marché? Obligé de se préparer. Et en fait, moi, je vais reprendre un peu la casquette éditeur parce que c'est vrai que justement, on a des partenaires techniques qui sont là aussi pour nous aider à avoir cette réflexion autour de comment on maximise les revenus sur nos pages. Mais nous, notre métier à la base, c'est de faire de la page vue. Enfin, c'est d'amener des gens, de leur donner confiance, qui reviennent chez nous. On n'en a pas parlé, mais qu'ils désactivent leurs adblocks quand ils viennent chez nous. Ce serait sympathique. Petit message. Je ne sais pas si on entend. 35% du marché. J'aimerais bien qu'on nous entende là-dessus. Mais ça aussi, c'est la responsabilité des éditeurs d'avoir une responsabilité, un petit peu de développement durable de la publicité. Ce serait intéressant aussi de voir ça, de se dire que il faut aussi respecter ces utilisateurs pour qu'ils reviennent, qu'ils soient fidélisés, qu'ils interagissent avec le contenu, ils interagissent avec les publicités comme ça. Et c'est là où on va créer de la valeur sur le long terme, parce que pour augmenter les RPM, il faut aussi des milliers de pages vues, et si on ne fait pas le contenu, on n'a pas les pages vues. C'est très clair. Merci beaucoup Rémi. Merci beaucoup Rémi. Louis, de ton point de vue, comment consolider les revenus publicitaires, tes revenus publicitaires, et comment tu anticipes le futur et, j'allais dire, les évolutions de marché qui, il faut le dire tout de suite, et c'est ce qui fait qu'on doit être humble sur ce marché. Des évolutions de marché, il y en a tous les ans, pour ne pas dire tous les 6 mois. Donc comment tu fais pour te préparer à tout ça? Alors c'est clair qu'il y a une remise en question permanente parce qu'on est obligé de faire face à plein d'imprévus, de nouveautés, d'innovations qui sont des fois bonnes, des fois un peu moins bonnes. Alors la première chose, c'est un peu ce que tu disais, c'est bien s'entourer. Nous, on a la chance d'avoir une équipe technique et marketing qui est performante et futée. Voilà. Bien vu. Il y avait un pari? Non. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment déjà de bien s'entourer, d'avoir des équipes qui soient au fait de ce qui se passe sur le marché pour pouvoir réagir aussi. Donc ça, c'est très important parce que moi tout seul, je ferais pas grand-chose. La deuxième chose, en effet, le trafic logué, c'est important. Donc il faut aussi se montrer intelligent pour inciter les internautes à venir se loguer, parce qu'il ne faut pas croire qu'on va mettre une box newsletter et tout le monde va venir s'inscrire et puis qu'on va récupérer plein de data comme ça. Non, ça se fait pas du tout comme ça. Et puis il y a des systèmes de wall, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui qui permettent aux internautes de s'abonner par exemple, ou alors de se loguer pour pouvoir accéder à des contenus. Ça peut marcher sur certains secteurs, mais ça ne marchera pas partout. Donc il faut trouver des choses différentes. Voilà, il faut constamment essayer de regarder un peu les tendances du marché, essayer de suivre ce qui se passe et puis essayer de s'adapter, quoi. Eh bien, merci de nous avoir donné des idées pour s'adapter justement compte tenu des enjeux autour de la monétisation constante des éditeurs et nous avoir donné quelques peut-être méthodes, en tout cas des réflexions pour améliorer la croissance des revenus des éditeurs. Et dans cette droite ligne de la croissance, je vous invite à écouter la question 100% médias. Bonjour. Dans un contexte où le mot-clé est désormais RSE, comment concilier les leviers de croissance de revenus publicitaires et la compensation énergétique? Merci.
Donc, question messieurs, on parle de croissance de revenus publicitaires, mais comment on associe cette croissance de revenus publicitaires? Et ça a été évoqué quand même à certains moments lors de notre entretien. Comment on concilie cette volonté de croissance avec cette exigence aussi attendue par certains utilisateurs et certains acteurs du marché autour de la responsabilité sociale et environnementale? De ton point de vue, cher Sébastien, top chrono. Pour trouver un bon compromis entre la génération de revenus pour nous qui accompagnons les médias dans cet objectif et les stratégies, une compensation RSE, je pense que l'idéal c'est de trouver une structure publicitaire qui implique peut-être moins d'acteurs, peut-être favoriser plutôt la qualité plutôt que la quantité. Parce que bien sûr, à chaque fois qu'on fait des appels publicitaires, à chaque fois qu'on ajoute des emplacements, c'est des appels qui sont faits sur un serveur, qui génèrent de la charge, qui demandent d'avoir plus de serveurs, etc. Donc favoriser ce qui est notre stratégie et qui est la stratégie de tous les médias qu'on accompagne d'ailleurs, parce qu'on choisit un peu nos médias en fonction de ça. La qualité plutôt que la quantité. Déjà, je pense que c'est une démarche qui va aider beaucoup à éviter la charge d'infrastructures et de pollution en général. Et puis, bien sûr, nous, on peut organiser aussi des événements. On va en parler dans quelques On en parle tout à l'heure. Bon, alors, j'attends. Parce qu'on n'a que 1 minute. D'accord. Et le groupe nous le rappelle. Okay. Mais merci Sébastien. Et effectivement, on va parler... Merci pour le teasing. D'un petit événement sur lequel The Programmatic Society est également partenaire. On va en parler juste après. Okay. Rémi, est-ce que tu es prêt à répondre à cette question de toute façon. Pour concilier RSE et croissance des revenus publicitaires, top chrono. Alors déjà, on a effectivement beaucoup d'acteurs, comme tu disais, sur le marché. Donc ce qu'on fait sur les médias, c'est qu'on va essayer de limiter déjà le nombre d'acteurs. Et ce qui est bien aussi pour les éditeurs, c'est qu'on a une récompense à avoir des temps de réponse serveurs qui sont plus courts. Donc on est mieux référencé. Donc tout ça, ça rentre aussi dans une logique où on a structurellement une récompense à aller faire le moins de charges serveurs possible. Et après, côté site, c'est aussi d'aller travailler au mieux ses pages, ses contenus, les structures serveurs. Ça, c'est toutes les équipes techniques chez nous qui le font très très bien. Après, c'est vrai que c'est très compliqué à mesurer aujourd'hui. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de mouvements. Et c'est vrai que d'aller mesurer vraiment l'impact qu'on a. Donc nous, on le fait chez nous déjà sur nos médias. Ensuite, on se repose aussi sur des entreprises comme Opti Digital pour aller limiter et aller chercher les partenaires les plus performants et donc limiter le nombre d'appels serveurs, le nombre d'échanges qu'il y a numériquement. Et 1 minute, c'est long sur ce sujet. Tu t'arrêtes quand tu veux. C'est les revenus en premier. Merci. Voilà. Merci Rémi. Tu es prêt, Louis? Oui, tout à fait. Top chrono. Alors il y a plusieurs choses. Déjà en effet l'amélioration des performances permet de limiter la consommation d'énergie pour faire tourner les sites, etc. La deuxième chose, c'est aussi qu'on a la chance d'avoir pas mal d'inventaire. Donc on en alloue une partie à des associations, je pense à Action contre la faim ou la Croix-Rouge récemment, à qui on ouvre nos audiences pour permettre justement de délivrer des messages et puis notamment collecter des dons, puisqu'ils en collectent aujourd'hui pas mal par le digital. Donc ça, c'est une façon de le faire. Après, d'une manière générale, mais aussi au niveau de l'entreprise, il y a des choses auxquelles on est attentif, notamment par exemple l'impression tout le papier qu'on utilise pour nos guides, c'est du papier qui vient de forêts durables. Ça, c'est une autre chose qu'on fait. Et puis, on s'est engagé dans les palmes du voyage durable, donc avec la société Tourmag. C'est un événement qui aura lieu l'année prochaine, justement pour essayer de mettre en valeur des acteurs du voyage qui favorisent le tourisme durable. Eh bien, merci beaucoup, Louis, à 10 secondes de la fin, c'est très bien. Voilà. En tous les cas, merci Louis, merci Rémi d'avoir participé à cette émission. Merci Michel. Et mon cher Sébastien, effectivement, tu as fait un peu de teasing à travers cette dernière question qui était complètement au hasard sur RSE, puisque c'est 100% médias qui choisissent ces questions. Tu organises pour la 2e année consécutive un petit challenge sportif qui contribue justement à l'environnement. Est-ce que tu peux nous en parler? Et je vais demander à la régie de nous diffuser le visuel de cet événement pour lequel The Programmatic Society est partenaire. Nous t'écoutons. Alors effectivement, nous organisons la 2e édition de l'Opti Digital Green Challenge, qui est un challenge sportif et écologique qui l'idée c'est de rassembler tout le monde du secteur de la publicité digitale, des médias, nos partenaires, dans un challenge où on va essayer de parcourir ensemble 40 000 kilomètres.
qui représente le tour de la planète, cela sur le mois de juin, du 1er au 30 juin. Et donc ensuite nous travaillons avec une association qui s'appelle Planète Urgence qui travaille sur la reforestation et qui nous permet donc avec cette logique de replanter un arbre tous les 8 km parcourus. Donc nous invitons tous les acteurs du marché, nos partenaires, les médias à chausser les baskets et aller courir, aller faire du vélo, faire de la marche à pied et nous aider ensemble à replanter des arbres dans la planète. Bon, je suis en train de faire mes petits calculs. Je fais 4 km de course par jour. Je vais essayer de voir, sauf aujourd'hui, mais je vais essayer de voir comment je peux y contribuer. Voilà, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup Sébastien. Merci également Merci d'avoir associé The Programmatic Society à ce challenge. Tous à vos baskets, comme disait Sébastien. Merci encore également Rémi et Louis d'avoir participé à cette émission sur la croissance de revenus. Mais cette croissance de revenus, elle n'est pas aussi antinomique par rapport à des missions RSE. C'est ce qu'on a essayé de démontrer à la fin de cette émission. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour des principaux leviers de croissance de revenus pour les éditeurs en 2022. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Opti Digital et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.